La France est prise dans la tempête de l'affaire Epstein. Alors que plus de 3 millions de pages liées au dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été publiées, plusieurs personnalités françaises sont citées dans ces documents. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement ? On va se pencher évidemment sur le cas de Jack Lang, mais pas que, et on va comprendre factuellement ce qu'il en est pour chaque personnalité. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On fait donc un nouveau point sur cette affaire, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Jeffrey Epstein, on l'a déjà présenté plusieurs fois ces derniers jours, c'est donc un financier américain très influent, proche de nombreuses célébrités et qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Alors qu'il devait être jugé, il a été retrouvé mort dans sa prison en 2019. La thèse retenue est celle d'un suicide, même si de nombreuses failles de sécurité dans la prison cette nuit-là ont été soulevées. Alors on en parlait en début de semaine, sous la pression de l'opposition aux États-Unis, suite au vote d'une loi et malgré l'opposition de Donald Trump qui estimait qu'il n'y avait pas d'affaire et qui souhaitait passer à autre chose, eh bien le ministère de la Justice a été obligé de publier des millions de documents sur cette affaire. Alors même si l'opposition estime qu'il manque encore des documents et que d'autres choses doivent être publiées, eh bien tout de même il y a beaucoup de choses dans ces dossiers, il y a de très nombreuses personnalités qui sont citées partout dans le monde, dont Donald Trump d'ailleurs à de très nombreuses reprises. On en a parlé beaucoup plus en détail dans nos actualités du jour il y a déjà une semaine. Aujourd'hui, dans ce numéro, on va donc se pencher sur le cas de la France. Alors attention pour le contexte, déjà c'est important de noter que dans ces documents, il y a de tout. Quand je dis qu'il y a de tout, c'est qu'il y a des documents qui montrent réellement des échanges entre Epstein et des personnalités, que ce soit par email ou autre. Il y a des documents qui montrent une proximité encore plus importante, notamment de nature financière. Mais il y a aussi d'autres documents qui ont parfois moins de valeur. Par exemple, il y a parfois des ressources qui peuvent être trouvées en ligne. Il y a parfois aussi des messages anonymes qui ont été envoyés, mais qui ne disent pas forcément quoi que ce soit. Et puis parfois, il y a des échanges qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité de criminel ou de pédocriminalité de Jeffrey Epstein. Autrement dit, si quelqu'un est cité dans le dossier, l'important c'est surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'il est cité et à quoi correspondent donc ces différents documents. Et c'est là évidemment où un travail d'enquête est absolument indispensable. Mais alors, quels noms français sont cités dans les documents qui ont été publiés ? Eh bien, on va commencer peut-être par le plus important à analyser, ceux qui ont bien échangé ou rencontré directement Jeffrey Epstein selon les documents, et ce, même après sa première condamnation en 2008 pour prostitution de mineurs. Alors, le nom qui fait énormément parler, c'est celui d'un ancien cadre du Parti socialiste. Il s'agit de l'ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang donc, et sa fille donc, Caroline Lang. Selon les documents, Jeffrey Epstein était proche de la famille Lang, notamment via des liens financiers importants. D'après une enquête de Mediapart qui a analysé les nombreux dossiers, Caroline Lang a notamment ouvert une société offshore, donc une entreprise dans les îles Vierges américaines avec Jeffrey Epstein qui avait pour objectif, je cite, de financer de jeunes artistes. Et c'était une société dotée d'un capital de 1,4 million d'euros. Et selon des documents consultés par Mediapart, Jack Lang y était actif et présent dans les statuts de la société. Alors, Caroline Lang s'est défendue auprès de Mediapart en affirmant ne pas avoir mis d'argent dans la société et ne pas avoir mesuré, je cite, les implications et les conséquences de ce partenariat. Elle promet aussi n'avoir touché, je cite, aucune rémunération liée à ce fonds et assure avoir immédiatement démissionné de toute fonction liée à ce fonds dès la révélation des crimes d'Epstein en 2019. Jack Lang affirme de son côté avoir rencontré Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de Woody Allen. Woody Allen qui est pour lui, je cite, un ami que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas. Une formulation en référence peut-être au fait que Woody Allen est accusé d'agression sexuelle sur sa fille adoptive. Alors selon Mediapart, 2 jours avant la mort de Jeffrey Epstein, ce dernier aurait signé un testament léguant 5 millions d'euros à Caroline Lang. De son côté, elle a affirmé cette semaine à France Télévisions n'avoir jamais entendu parler de ce testament avant les révélations. Concernant Jack Lang, ça fait maintenant plusieurs années que des enquêtes révèlent des liens financiers et potentiellement amicaux entre lui et Epstein, des accusations qui sont aujourd'hui encore appuyées par les documents. Et d'autres enquêtes, notamment menées là aussi donc par Mediapart, révèlent cette grande proximité financière, mais aussi des rencontres entre les deux hommes, des photos d'ailleurs l'attestent. Et le financier américain a notamment accepté de donner 50 000 $ à une association liée à Jack Lang pour réaliser un documentaire sur l'ancien ministre de la Culture lui-même. Enfin, des échanges de mails
concernant un projet nommé, je cite, Petit Prince, et présenté dans les échanges comme un projet éducatif. On refait surface. Dans ses mails, Jack Lang demande notamment si l'enfant, je cite, doit être initié à la religion ou aux nouvelles sexualités. Dans les différentes interviews qu'il a données depuis, Jack Lang évoque un projet éducatif, mais les contours de cette discussion demeurent très flous. De son côté, Jack Lang affirme assumer, je cite, pleinement les liens qu'il avait pu créer avec le financier américain, je cite, à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Alors c'est une phrase qui factuellement est fausse, étant donné qu'il avait déjà été condamné une première fois à l'époque lorsqu'il y avait ces échanges. Selon lui, Jeffrey Epstein n'a jamais été un ami, mais plutôt une connaissance. Pourtant, dans un courriel daté de septembre 2017, le financier américain affirme à Caroline Lang sentir, je cite, qu'il fait partie de la famille. En tout cas, Jack Lang assure qu'il a mis fin à la relation à la suite de nouvelles révélations en 2019. Mais tout cela ne semble pas avoir convaincu énormément de monde, en tout cas pas l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères, puisque Jack Lang est convoqué ce dimanche au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ces liens. Le tout dans un contexte où il est de plus en plus appelé à démissionner de son poste à l'Institut du monde arabe. En parallèle sur cette affaire, on peut noter que le parquet national financier a ouvert une enquête pour, je cite, blanchiment de fraude fiscale aggravée. Dans le cadre donc de tout cela, Jack Lang avait été co-signataire en 1977 d'une tribune qui défendait la libération d'auteurs d'actes de pédophilie. Une tribune qui a refait surface et qui a été rappelée par les journalistes qui l'ont interrogé cette semaine. Alors parmi les autres personnalités politiques françaises qui sont citées dans ces documents, mais de façon, vous allez le voir, complètement différente, on va voir factuellement ce que c'est pour chaque personnalité. Il y a notamment le cas de Marine Le Pen, donc la principale figure du Rassemblement national. Alors très précisément, pour rester factuel, elle est citée par un journaliste qui échangeait avec Epstein et qui affirme que le RN a été financé par des banques russes. Alors factuellement, c'est vrai, ça a été le cas lors de la présidentielle de 2017. Ça a été relevé par plusieurs enquêtes et le RN de son côté l'assume, déclarant qu'il ne réussissait pas à avoir de financement en France. Ça en soi donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais surtout on apprend que Epstein réfléchissait à aider à financer le Rassemblement national et d'autres partis d'extrême droite en 2019. Alors attention, là aussi, il faut être très factuel. Là, ce n'est pas une preuve que Marine Le Pen ait correspondu ou ait rencontré Jeffrey Epstein. En fait, il n'y a absolument aucun élément qui le montre. De la même façon, il n'y a aucun élément qui montre que finalement Jeffrey Epstein soit réellement allé au bout ou ait réellement financé le Rassemblement national. Aucun document ne montre de flux financiers, par exemple. Ce qu'on voit simplement, c'est que Jeffrey Epstein y a réfléchi, mais rien ne montre qu'il en a ensuite parlé aux équipes du Rassemblement national. Autre personnalité qui est citée, c'est celle de Bruno Le Maire, l'ancien ministre donc de l'économie entre 2017 et 2024 sous Emmanuel Macron. Il avait rencontré Jeffrey Epstein à New York en 2013, mais selon une déclaration de son entourage à l'AFP, je cite, Bruno Le Maire n'a jamais entretenu aucune forme de relation avec cet individu, ni avant, ni après ce bref instant. Une rencontre qui se faisait selon son entourage dans un cadre professionnel. Enfin, pour terminer, il y a des noms de personnalités qui apparaissent, non pas parce qu'elles auraient rencontré Epstein, mais simplement parce que d'autres individus ont parlé à Jeffrey Epstein à un moment donné, donc sur les dernières années, de ces personnalités françaises, et donc elles se retrouvent, vu que de nombreux mails ont été publiés, elles se retrouvent citées dans ce dossier. Parmi ces noms, on retrouve celui d'Emmanuel Macron, de Pierre Moscovici ou encore de Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, je le redis pour être très factuel, le simple fait d'être cité ou évoqué dans ce dossier, dans ce cas précis, ne dit absolument rien. C'est encore une fois des personnalités citées par d'autres gens lors d'échanges avec Epstein. Ça ne prouve en aucun cas quelconque échange entre les différentes personnalités et le financier américain. Autre élément, selon France Info, qui a analysé en détail les dossiers, on peut retrouver aussi des mails anonymisés datant de 2024, donc bien après la mort de Jeffrey Epstein en 2019, et qui accusent Emmanuel Macron d'avoir protégé le réseau pédocriminel de l'homme d'affaires américain. Mais attention, là aussi, il faut être très factuel, ces accusations, aussi graves soient-elles, ne sont pas des preuves en elles-mêmes, puisqu'elles n'apportent aucun fait concret. Ils n'ont pas été vérifiés non plus par les autorités. Il s'agit là plutôt donc d'avis anonymes sans preuve. Là aussi donc, comme plusieurs autres personnalités que je viens de citer, aujourd'hui, aucun document ne prouve quelconque lien entre Emmanuel Macron et Epstein, et encore moins de lien avec ces affaires criminelles. À noter au passage sur ce sujet que le ministère des Affaires étrangères a accusé ce vendredi une attaque informationnelle russe menée par un réseau nommé Storm 1516 et qui aurait visé à faire croire à une implication du président
français dans cette affaire. Et en fait, en plus de vrais documents qu'on analyse donc aujourd'hui et que vous pouvez vérifier vous-même directement sur le site, eh bien de faux articles et de faux documents du dossier Epstein circulent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est évidemment donc un sujet extrêmement délicat. Vous l'avez compris, le cœur des accusations aujourd'hui concerne Jack Lang en raison des très nombreux échanges qui sont documentés. D'autres personnalités politiques, de tous bords politiques d'ailleurs, vous l'avez compris, sont citées mais dans des cadres très différents. Dans tous les cas, c'est très important sur ce sujet eh bien, de creuser les éléments. Donc c'est fait par des travaux d'enquête des différents médias, mais si jamais vous voulez le voir, vous pouvez aussi vous-même directement vous rendre sur le site officiel du département de la justice américaine qui a partagé ces dossiers et consulter, si vous le souhaitez, ces documents. J'espère que j'ai été le plus factuel et le plus précis possible, puisqu'encore une fois, on parle d'une affaire extrêmement grave. Ça fait des années maintenant sur la chaîne qu'on évoque et qu'on vous informe sur ce sujet-là. On va continuer à le faire, évidemment, dans les prochains jours. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous tiendrai au courant directement sur notre compte Instagram. Je pense que vous le savez, mais pour tous les nouveaux qui découvrent peut-être la chaîne ces derniers jours, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 5 millions abonnés là-bas et à vous informer avec nous au quotidien. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. Alors avant de commencer avec les autres actualités importantes, je voulais compléter ce sujet avec une actu qui vient de tomber ce samedi après que Jack Lang a assuré à l'AFP, je cite, que les accusations portées à son encontre sont infondées. Il a proposé sa démission de l'Institut du monde arabe dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Alors sans rentrer dans les détails, l'Institut du monde arabe est lié au ministère des Affaires étrangères, même s'il n'en dépend pas directement. Dans cette lettre, l'ex-ministre de la Culture explique sa décision pour, je cite, préserver l'Institut du monde arabe et son travail exemplaire et afin de pouvoir sereinement récuser toutes les accusations qui l'assaillent. Le ministère des Affaires étrangères et l'Élysée ont dit prendre acte de cette décision et une procédure pour désigner le successeur de Jack Lang va donc être lancée. On suivra ça. Et on continue avec les autres actualités. Première info, les États-Unis souhaitent la fin de la guerre en Ukraine d'ici juin. C'est ce qu'a assuré ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant des journalistes. Selon lui, les États-Unis, je cite, exerceront probablement des pressions sur les deux pays pour qu'ils respectent précisément ce calendrier. Des délégations russes et ukrainiennes sont d'ailleurs attendues aux États-Unis la semaine prochaine pour de nouvelles négociations. Parallèlement à ça, le réseau énergétique ukrainien a été la cible d'une importante attaque russe ce samedi matin, provoquant des coupures de courant dans une grande partie du pays qui fait face à une vague de froid, selon le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité. Volodymyr Zelensky affirme que plus de 400 drones et 40 missiles ont été utilisés par la Russie. À noter que ces nouveaux bombardements surviennent au lendemain de tirs qui ont blessé un haut responsable du renseignement russe à Moscou, la capitale de la Russie. Pour le moment, personne n'a revendiqué cette attaque, mais les autorités russes accusent l'Ukraine qui n'a pas réagi. Deuxième actu, au Pakistan, au moins 31 personnes ont été tuées et près de 170 blessées dans un attentat suicide dans une mosquée chiite d'Islamabad, la capitale, ce vendredi, selon les autorités pakistanaises. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. À noter que le Pakistan est un pays à majorité musulmane sunnite, mais la communauté chiite, qui représente environ 10 à 15% de la population, est régulièrement la cible de violences menées par des groupes djihadistes. L'attaque de ce vendredi s'est produite au moment de la prière hebdomadaire, alors que la mosquée était pleine de fidèles. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière à Islamabad depuis septembre 2008, lorsqu'un attentat suicide au camion piégé avait fait 60 morts en détruisant une partie de l'hôtel Marriott. Le premier ministre pakistanais a fermement condamné l'attentat et a affirmé que les responsables seraient retrouvés et traduits en justice. Troisième actu, en France, des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes ce week-end pour manifester contre les lois Duplon. Alors pour rappel, une première loi Duplon avait été promulguée en août dernier. Présentée comme une réponse à la colère des agriculteurs, cette loi agricole devait lever les contraintes du métier d'agriculteur pour renforcer leur compétitivité. Mais plusieurs mesures avaient été vivement critiquées et notamment la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide très nocif pour les abeilles qui est interdit depuis 2018. Une pétition contre cette mesure avait rassemblé plus de 2 millions de signatures. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier qu'une loi est conforme à la Constitution, donc la norme suprême en France, avait finalement censuré cette réintroduction et la loi a été promulguée sans elle. Mais ce lundi, le sénateur Les Républicains Laurent Duplon a déposé une nouvelle proposition de loi pour autoriser l'acétamipride et le flupyradifurone, des pesticides actuellement interdits en France mais autorisés ailleurs en Europe. Cette réintroduction est soutenue par les syndicats agricoles FNSEA et Coordination Rurale, mais vivement critiquée par les écologistes. En tout cas, pour en revenir aux manifestations de ce week-end,
week-end qui sont organisés par plus de 80 organisations, dont Greenpeace, Oxfam, Foodwatch et WWF. Elle vise à dénoncer à la fois la nouvelle proposition de loi et la loi adoptée cet été qui, selon ces organisations, tourne le dos à l'intérêt général. Et on finit avec cette actu, de nouvelles règles sont entrées en vigueur ce samedi pour se faire rembourser en cas de vol retardé ou annulé. Alors en théorie, dans ces cas-là, les compagnies doivent vous rembourser directement via leur service client, mais si elles ne le font pas, les voyageurs ne peuvent plus saisir directement la justice. Ils doivent dorénavant d'abord essayer de régler le problème à l'amiable en passant par un médiateur tourisme et voyage. C'est dans le cas où la médiation échoue qu'il est alors possible de saisir le tribunal, mais par assignation, ce qui peut coûter jusqu'à 150 €, alors que jusqu'à présent, le passager pouvait saisir directement le tribunal gratuitement. Cette nouvelle procédure ne concerne pas les réclamations faites avant le 7 août 2025 et les litiges ayant plus de 4 ans. L'objectif affiché, c'est de désengorger les tribunaux, mais les démarches sont désormais plus lourdes pour les voyageurs. Pour l'UFC Que Choisir, ce nouveau décret bafoue les droits des passagers en multipliant désormais les obstacles procéduraux. L'association de défense des consommateurs a annoncé avoir saisi le Conseil d'État en octobre pour demander son annulation. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors je le disais, pour suivre l'actualité ce week-end, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je serai en voix off pendant plusieurs jours puisque je suis actuellement en reportage à l'étranger pour une nouvelle vidéo que vous allez pouvoir découvrir bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.